Mon esprit s'obstine et creuse encore, fouillant inlassablement les replis de ma mémoire à la recherche de cet instant de grâce. Ce moment où je ne sentirai pas cette étrange dissonance, être là sans vraiment y être, parler la même langue sans habiter le même monde, ce décalage vertigineux qui me laisse assoiffé de profondeur, cherchant un sens que la surface des mots ne porte pas. Une porte impossible à ouvrir, deux lignes parallèles qui avancent sans jamais se toucher, me laissant suspendu à mon absolu besoin d'être entière. Ce que je décris n'est ni une sensibilité excessive, ni une inadaptation, ni un défaut. C'est une architecture neurologique et elle concerne des millions de personnes. Ce texte est le deuxième volet de Nos solitudes modernes, une série sur les formes de solitude que nos sociétés produisent sans toujours les nommer. Aujourd'hui, la solitude de la différence, parler la même langue, habiter un autre monde. Ce qui suit descend dans les couches, du neurologique au social, de l'intime à l'historique. Les cerveaux neurodivergents ne traitent pas le monde de la même façon. Ce n'est pas une question de vitesse, pas d'intelligence, pas de capacité. C'est une question de fréquence. Là où un cerveau neurotypique filtre naturellement les informations, hiérarchise, élimine ce qui est jugé non pertinent pour maintenir un flux social fluide, le cerveau neurodivergent capte tout, simultanément, avec une intensité que rien ne vient atténuer. Les détails que les autres ne voient pas, les sous-textes que personne n'a formulés, les contradictions entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, les questions que personne ne pose parce qu'elles rendraient le décor inconfortable. Les neurosciences ont documenté ce qui se passe structurellement. Chez les personnes neurodivergentes, qu'il s'agisse de HPI, TDAH, TSA ou d'hypersensibilité parfois, on observe une connectivité atypique entre les réseaux cérébraux. Le réseau par défaut, celui qui s'active lors de la pensée introspective et des connexions associatives, reste anormalement actif là où il devrait se mettre en veille. Le cortex préfrontal, chargé de filtrer et hiérarchiser les informations entrantes, fonctionne différemment. Non pas de façon déficiente, mais selon une architecture qui laisse passer ce que les autres systèmes éliminent. Ce traitement plus large, plus profond, plus ramifié, c'est précisément l'arborescence. Non pas une pensée désordonnée, mais une pensée qui fait des connexions là où les autres s'arrêtent à la surface. Et c'est là que le décalage s'installe. Pas comme un dysfonctionnement, comme un écart de fréquence entre deux systèmes qui ne reçoivent pas le même signal, même dans la même pièce, face à la même conversation. Parler la même langue ne signifie pas habiter le même monde. C'est peut-être la forme de solitude la plus difficile à nommer, et donc à faire reconnaître. Pas l'isolement visible, pas l'exclusion déclarée. Quelque chose de plus subtil et de plus épuisant. Être là, participer, répondre aux bons endroits, sourire au bon moment, et rester fondamentalement seul dans la pièce. La réunion où tout le monde parle de la météo, du week-end, des vacances, et cette sensation physique de chercher une prise sur un mur lisse. Non pas par mépris pour ces sujets, mais parce que la conversation s'arrête exactement là où on aurait besoin qu'elle commence. L'échange qui part bien, qui semble prometteur, et qui bascule au moment où on va un cran plus loin, où on pose la vraie question, où on nomme ce qui était sous-entendu,
et l'autre qui recule imperceptiblement, comme si on avait franchi une frontière invisible dont personne ne lui avait parlé. Le malentendu n'est pas dans les mots, il est dans ce que les mots sont censés porter. Quand une personne neurodivergente engage une conversation, elle n'échange pas des informations. Elle cherche une résonance, une pensée qui rebondit sur une autre, qui ouvre, qui creuse, qui accepte de ne pas savoir où elle va. De l'autre côté, rien de malveillant, juste un cerveau qui fonctionne autrement, qui cherche la conclusion, qui gère l'inconfort de l'ambiguïté, qui lit la profondeur comme une menace sociale ou une impolitesse. Deux intentions honnêtes, deux architectures incompatibles. Et entre elles, un malentendu qui ne se résout pas parce qu'il n'est pas un malentendu, mais une distance structurelle. Ce que les autres lisent comme intensité excessive, comme manque de légèreté, comme difficulté à rester en surface, n'est pas un défaut social. C'est la signature d'un cerveau qui ne sait pas faire semblant d'être moins que ce qu'il est. Il m'a fallu longtemps pour accepter d'habiter un monde que je perçois si différemment de la majorité. Chercher à y vivre comme les autres, j'ai essayé. C'est épuisant et douloureux d'une façon que les mots atteignent à peine. Il y a un mot pour ce que font les personnes neurodivergentes dans les échanges ordinaires. Le masquage. Apprendre à moduler l'intensité, ralentir la pensée pour qu'elle soit socialement digestible, retenir la connexion qui vient de se faire parce qu'elle mènerait trop loin, trop vite, sourire quand il faut, poser les questions qu'on est censé poser plutôt que celles qui brûlent vraiment, faire semblant que la surface suffit. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie sociale, et elle a un coût neurologique documenté. Les recherches sur le masquage chez les personnes autistes et HPI montrent une corrélation directe avec l'épuisement chronique, l'anxiété et ce que les cliniciens appellent le burn-out autistique, un effondrement progressif des ressources cognitives et émotionnelles à force de maintenir une performance sociale qui ne correspond pas à l'architecture réelle. Mais les chiffres ne disent pas tout de ce que ça fait de l'intérieur. La remise en question perpétuelle d'abord, pas l'insécurité ordinaire, quelque chose de plus profond et de plus usant. À force d'être dans le décalage, dans la pièce, on finit par intérioriser que le problème vient de soi, que c'est soi qu'il faudrait corriger, qu'il doit exister une version plus acceptable, plus légère, plus facile à recevoir, et que ne pas y parvenir est un échec personnel. Cette voie-là, pour beaucoup de neurodivergents, commence très tôt, bien avant qu'on ait les mots pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et puis il y a ça, être laissé de côté, sauf quand on devient utile, valorisé pour ce qu'on produit, ignoré pour ce qu'on est, convoqué pour la compétence, oublié pour le reste. C'est une forme de solitude particulièrement cruelle, parce qu'elle ressemble à de la connexion de l'extérieur. On a l'impression d'avoir une place, jusqu'au moment où on comprend que cette place n'existe que conditionnellement, qu'elle disparaît dès qu'on cesse d'être utile, ou dès qu'on prend trop de place autrement. Il y a quelque chose de plus silencieux encore que l'épuisement, c'est la perte. À force de s'adapter, de se réduire, de traduire, on finit par ne plus savoir très bien où s'arrête la performance et où commence ce qu'on est vraiment. Le masque tient si bien qu'il devient difficile à retirer, même seul, même dans les espaces où personne ne regarde. C'est la solitude la plus profonde que j'ai portée.
non pas être incomprise des autres, mais perdre le fil de moi-même à force d'avoir cherché à être compréhensible. Cette solitude n'est pas née avec nous, elle a une histoire et elle est longue. Aussi loin qu'on remonte, les cerveaux qui fonctionnaient différemment ont été lus comme des anomalies, pas comme des architectures alternatives, ni comme des variations de la cognition humaine, mais comme des déviations à corriger, à contenir, à effacer. Le vocabulaire changeait selon les époques, les pratiques aussi, mais la logique restait la même. Ce qui ne ressemble pas à la majorité dérange la majorité. Les archives psychiatriques du 19e et du 20e siècle sont pleines de ces histoires. Des personnes internées pour une intensité émotionnelle jugée excessive, une pensée trop associative, une incapacité à se conformer aux codes sociaux de leur temps. Ce qu'on appelait hystérie, névrose, inadaptation sociale, et que l'on diagnostiquerait aujourd'hui très différemment. Beaucoup n'ont jamais eu les mots pour comprendre ce qui leur arrivait. Ce passé n'est pas si lointain, et ces traces ne le sont pas non plus. Aujourd'hui, l'enfermement a changé de forme, mais les mécanismes d'exclusion, eux, persistent, plus discrets, plus socialement acceptables. L'indifférence qui isole aussi sûrement qu'un mur. La peur de ce que l'on ne comprend pas, qui se transforme en rejet. Les neurodivergents partagent avec d'autres minorités cette expérience fondamentale. Être défini par le regard de ceux qui constituent la norme et devoir négocier son existence dans un monde conçu sans soi. Je ne cherche pas la victimisation. Cette lucidité historique est venue compléter les autres. Comprendre l'évolution de cette solitude, pas seulement en moi, mais dans le temps long, change quelque chose à la façon dont je la porte. Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, il y a quelque chose d'important à entendre avant d'aller plus loin. Ce besoin de s'adapter, de moduler, de traduire, de faire semblant que la surface suffit, est une réponse humaine à un besoin humain. Nous sommes une espèce sociale. Le besoin d'appartenance n'est pas une préférence, mais une nécessité neurobiologique, aussi réelle que le besoin de manger ou de dormir. Chercher le groupe, chercher le lien, faire ce qu'il faut pour y rester. C'est ce que fait un cerveau humain face à la menace de l'exclusion. Le problème n'est pas de vouloir appartenir, mais le coût de cette appartenance qui, pour beaucoup d'entre nous, est disproportionné. Pas parce que nous faisons mal, mais parce que les espaces disponibles ne sont pas construits pour notre architecture. Cette souffrance-là a une origine et des racines. Elle n'est pas une sentence. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut être traversée autrement. Non pas en cessant d'avoir besoin du lien, ce serait impossible et inutile, mais en apprenant à chercher ce lien différemment. C'est ce que j'appelle tracer des lignes rouges. La solitude de la différence ne disparaît pas. Je ne cherche plus à la faire disparaître. Ce que j'ai appris à faire, pas toujours, pas parfaitement, c'est tracer des lignes rouges. Non pas pour me protéger du monde, mais pour choisir comment j'y entre. Choisir les espaces où la profondeur est possible. Reconnaître sans m'y attarder les échanges qui ne pourront pas me rejoindre.
Cessez de traduire là où la traduction épuise sans jamais vraiment être entendue. Acceptez que certaines portes ne s'ouvrent pas et que ce n'est ni leur faute, ni la mienne. Ne plus porter la différence comme une anomalie à corriger. La porter comme ce qu'elle est, une architecture exigeante, parfois douloureuse et souvent solitaire, et capable, dans les espaces justes, d'une intensité de présence que les cerveaux plus lisses ne connaissent pas. Cette paix-là ne vient pas toute seule. Elle est choisie, encore et encore, et certains jours plus difficilement que d'autres. Mais c'est le choix qui me garde entière. Et vous, y a-t-il un endroit, une personne, un type d'échange où le décalage disparaît? Ou bien cherchez-vous encore cet instant de grâce? L'article complet est sur Substack. Le lien est en description. Si cette voix vous parle, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.